L'aube en Suisse n'apporte pas la tranquillité. Elle n'est ni une promesse de calme, ni un spectacle à admirer. Ici, la lumière apparaît comme une révélation troublante, un lent dévoilement d'un paysage qui ne connaît jamais de véritable répit. La nuit ne disparaît pas brusquement, elle se retire avec prudence, comme consciente que chaque transition dans ces montagnes est périlleuse. D'abord, le ciel se dégage à peine. Un épais gris enveloppe les sommets, brouillant les distances. Les montagnes ne se dévoilent pas entièrement, elles suggèrent leur forme, comme si elles dissimulèrent quelque chose. Puis, le brouillard commence à s'insinuer dans les vallées. Il ne flotte pas, il rampe. Elle serpente entre les pentes, se faufile dans d'étroites gorges et s'appuie contre les forêts comme une masse pesante. Quand la lumière finit par percer, elle n'apporte aucun répit. Elle révèle la définition. Et la définition, en ce lieu, est une menace. Les montagnes semblent trop proches les unes des autres. Aucun répit visuel, aucun horizon dégagé. Tout paraît comprimé, comme repoussé vers l'intérieur. Les pentes plongent à des angles qui ne laissent aucune place à l'erreur, recouvertes de strates de roches, de gravier et d'une végétation qui s'accroche désespérément. Le paysage n'invite pas au mouvement, il avertit. Ce n'est pas un territoire amical, c'est un territoire qui exige une attention constante. La Suisse, loin de l'image ordonnée et lisse qu'elle projette souvent, est un paysage rigide façonné par des forces implacables. Le vent descend des sommets avec une régularité qui érode les corps et les décisions. Il ne s'agit pas d'une rafale passagère, il s'installe durablement. Il frappe sans cesse, drainant la chaleur, asséchant les surfaces, modifiant les trajectoires. Le froid ne surgit pas d'un coup, il s'insinue. D'abord dans l'air, puis dans les muscles, et enfin dans la volonté. Ici, la nature n'a pas besoin d'artifice. Son drame se joue au quotidien. Des changements météorologiques soudains bouleversent l'équilibre en quelques minutes. Une pente stable à l'aube peut devenir glissante à midi. Le brouillard efface les repères, aplanit les contours, transforme une centaine de mètres en une zone dangereuse et inconnue. Dans cet environnement, ne pas voir ne signifie pas ignorer. Cela signifie être vulnérable. Chaque étape est une décision. Chaque décision a un coût. Le territoire est organisé en strates verticales qui imposent des règles différentes. Au fond des vallées, l'air est plus lourd, chargé d'humidité. Les rivières accumulent les sédiments et les transportent patiemment, creusant des gorges et remodelant lentement le paysage. Là, la vie prospère. Là où l'eau coule en permanence, il y a des plantes. Là où il y a des plantes, il y a des herbivores. Et là où il y a des herbivores, la vigilance est constante. Dans ces zones plus basses, le terrain semble plus accessible, mais les apparences sont trompeuses. Le sol peut être gorgé d'eau, meuble et traître. Un faux pas n'entraîne pas toujours une chute, mais il peut vous épuiser. Et ici, perdre de l'énergie signifie perdre toute marge d'erreur. Plus haut, les pentes moyennes abritent d'épaisses forêts de conifères. Ici, la lumière se fragmente en faisceaux irréguliers qui filtrent à travers les branches. Le sol est recouvert d'aiguilles sèches, de feuilles humides et de troncs d'arbres tombés. Les sons sont étouffés. Un mouvement peut passer inaperçu ou se révéler au pire moment. Dans ces forêts, la visibilité est limitée. Ce qui n'est pas vu est perçu intuitivement. Et ce qui est perçu intuitivement provoque une réaction avant même confirmation. Marcher vite comporte des risques. Marcher lentement aussi. Dans les plus hauts sommets, les alpages s'étendent comme une peau tendue sur la roche. Ils paraissent ouverts, voire paisibles. Mais ils dissimulent des dangers constants. Sous l'herbe, il peut y avoir du gravier meuble. Sous le gravier, le vide. Ici, le vent règne en maître. Il n'est pas un simple élément du paysage. C'est une force qui dicte quand avancer, quand s'arrêter, quand dépenser de l'énergie simplement pour ne pas se laisser porter. Plus haut encore, les sommets dénudés offrent un monde presque désert. Pierre, glace, air glacial, point de véritable refuge. Seule l'endurance compte. Les organismes qui atteignent ce point le font non par confort, mais par nécessité. La température peut varier de plus de 10 degrés en quelques heures seulement. L'humidité s'accumule en profondeur et disparaît en surface. Le sol n'est jamais totalement fiable. Chaque pas exige une lecture attentive.
Toute lecture exige de l'expérience. Dans cet environnement, l'improvisation ne dure pas. Les rivières de fonte sillonnent le paysage comme des cicatrices vivantes. Leur eau est si froide que le corps réagit avant l'esprit. Par endroits, elles semblent calmes. Ailleurs, elles déferlent entre les rochers et dans d'étroites gorges. Elles sont impitoyables. Les traverser incorrectement n'est pas une leçon, c'est la fin. Dans cet environnement rigide, les animaux ne se déplacent pas au hasard. Ils suivent des itinéraires héréditaires, des lignes invisibles tracées par des générations. Ces itinéraires évitent les pentes instables, tirent parti des abris naturels et réduisent les risques. Ils ne figurent sur aucune carte, mais ils existent. Et ceux qui ne les respectent pas disparaissent de l'écosystème. Parmi les forêts et les flancs des collines, une présence parcourt ce territoire avec une discipline silencieuse. Elle n'a besoin d'aucune annonce. Elle ne gaspille aucune énergie. Elle se déplace comme si chaque pas était calculé à l'avance. Le loup gris. En Suisse sauvage, le loup n'est ni un symbole ni une métaphore. C'est une équation en perpétuelle évolution. Un prédateur social qui appréhende le terrain comme un ensemble de variables en constante mutation. Pente, vent, couvert végétal, distance, fatigue et statut de la meute. Le groupe ne se déplace pas comme un bloc compact. Il fonctionne comme une structure flexible. Certains avancent, d'autres observent. Les positions changent constamment. La vigilance est permanente. La communication est précise et concise. Aucun bruit superflu ne vient perturber le groupe. Les postures, les mouvements de tête et les changements de rythme suffisent à transmettre l'information. Le loup connaît la montagne en 3 dimensions. Il sait quels versants deviennent instables après la pluie. Quelles clairières sont exposées au vent? Quel chemin oblige la proie à ralentir? Elle ne court pas par impulsion, elle court quand le terrain a déjà fait une partie du travail. Et ce n'est que le début de leur voyage. Le loup ne se déplace pas uniquement pour chasser. Une grande partie de sa vie dans ces montagnes est consacrée à une fonction moins visible, mais tout aussi cruciale: analyser le terrain avant d'être contraint de réagir. En Suisse, la montagne ne tolère aucune seconde chance et le loup le sait. Avant d'approcher une proie, la meute se déplace comme si elle cartographiait son environnement en temps réel. Elle ne suit pas une trajectoire rectiligne. Elle s'adapte. Elle s'arrête. Elle recule de quelques mètres. Elle change de pente. Chaque correction a une raison d'être. Un vent changeant, une pente inadaptée, un terrain qui n'offre pas assez d'adhérence. Le succès ne dépend pas de la vitesse, mais de la capacité à atteindre le bon endroit sans gaspiller d'énergie. La meute se fragmente et se reforme selon le terrain. En terrain dégagé, les individus maintiennent une plus grande distance les uns des autres. Dans les forêts denses, ils se regroupent. Il ne s'agit pas d'un instinct aveugle, mais d'une adaptation constante. Chaque loup comprend sa position relative sans avoir besoin de voir les autres. La coordination ne repose pas sur un contact visuel permanent, mais sur un rythme partagé. Dans ce contexte, le silence n'est pas l'absence de son, c'est la maîtrise. Un faux pas peut provoquer un glissement de terrain. Une pierre instable peut dévaler la pente, annonçant sa présence. Une branche cassée peut parcourir une distance inattendue dans une vallée étroite. Le loup suit les traces d'autres animaux. Il emprunte des sentiers invisibles, des voies tracées par des générations d'ongulés. Le terrain, pour lui, est une mémoire accumulée. Dans ces montagnes, les proies ne se comportent pas comme en plaine. Elles ne fuient pas sur de longues distances. Elles recherchent les dénivellations, les changements brusques de direction, les obstacles qui obligent le poursuivant à ralentir. Un cerf n'a pas besoin d'être plus rapide que le loup. Il doit être plus imprévisible pendant quelques secondes cruciales. C'est pourquoi la chasse ne commence pas par la poursuite, mais par la sélection. Le troupeau observe. Il évalue la taille, la posture, l'allure, une légère boiterie, un animal qui traîne à peine, une tête qui se lève tardivement. Il ne cherche pas une faiblesse manifeste. Il cherche une marge de sécurité, une petite marge d'erreur mais suffisante. L'attaque, lorsqu'elle a lieu, est brève, violente et précise. Il n'y a pas de longue poursuite, ni d'usure prolongée. Si la proie atteint une pente infranchissable ou une forêt trop dense, la chasse est interrompue.
Poursuivre serait un gaspillage d'énergie sans aucune garantie de succès. Et dans ce contexte, dépenser de l'énergie sans garantie est un mauvais investissement. Le loup ne règne pas sur la montagne, il négocie avec elle. Pendant ce temps, au-dessus de ces sentiers de chasse, la vie suit un autre rythme. Dans les alpages, les marmottes adaptent leurs mouvements à la lumière, comme si elles obéissaient à une horloge interne calibrée au fil des générations. Elles n'émergent pas toutes en même temps, elles ne se dispersent pas de façon anarchique. La surface est dangereuse, mais indispensable. Le corps d'une marmotte a besoin de chaleur pour fonctionner. Sans soleil, ses muscles réagissent lentement. Son temps de réaction s'allonge. C'est pourquoi chaque sortie est soigneusement calculée. Elles marquent une pause près de l'entrée, elles observent, elles écoutent. Le ciel est aussi important que le sol. Un aigle peut surgir sans prévenir, et une marmotte mal positionnée n'a pas le temps de rectifier sa trajectoire. Les colonies ne sont pas chaotiques. Chaque individu occupe un territoire plus ou moins défini. Les distances ne sont pas arbitraires. Elles permettent à une alerte de se propager rapidement sans que tous ne soient exposés au même point d'attaque. Lorsqu'une marmotte siffle, elle ne demande pas de l'aide, elle active un protocole. Le sifflement déchire l'air froid comme un signal clair. En une fraction de seconde, tout s'arrête. Les corps qui mangeaient se figent, puis la retraite. Pas de panique. L'exécution. Les jeunes créatures observent tout. Elles apprennent sans explication. Elles apprennent à distinguer les ombres normales des ombres anormales. Elles apprennent que le vent peut apporter des informations avant même que la vue ne les accompagne. Elles apprennent qu'une seconde de plus que nécessaire peut faire la différence entre rentrer au terrier ou ne jamais y revenir. Plus en aval, là où les rivières s'élargissent et que le courant ralentit, le paysage se transforme à nouveau. Les lacs alpins ne sont pas de simples étendues d'eau. Ce sont des écosystèmes fermés, régis par leurs propres lois. La température, la clarté, la profondeur et le vent déterminent qui peut y séjourner et qui ne peut que les traverser. Le cygne blanc ne se déplace pas au hasard. Ses trajectoires suivent des schémas qui optimisent son accès à la nourriture et minimisent son exposition. Bien qu'il paraisse calme, chaque mouvement de son cou est une observation. Chaque rotation de son corps est une évaluation. La surface de l'eau est trompeuse. En dessous, la température change, les courants se modifient et la végétation offre une résistance. Le cygne ajuste sa flottabilité et son équilibre par de constantes micro-corrections. Rien n'est statique, tout est compensation. Lorsque d'autres animaux s'approchent du lac, le cygne ne réagit pas immédiatement. Il observe, évalue la distance et interprète leurs intentions. Il n'attaque pas impulsivement, mais lorsqu'il décide de défendre son territoire, il le fait avec détermination. Son corps se redresse, son cou s'arque. Le message est sans équivoque. Pour les jeunes, l'apprentissage est continu. Ils observent les adultes, reproduisent des schémas, imitent des réactions, apprennent quels bruits ignorer et lesquels prendre en compte. Ils apprennent que le calme n'est pas synonyme de sécurité, mais de maîtrise. En quittant l'eau pour retourner en forêt, le paysage retrouve sa dimension tridimensionnelle. Des troncs d'arbres abattus forment des barrières, des racines apparentes constituent des pièges, la lumière pénètre de façon irrégulière. Ici, la visibilité change à chaque pas. Le chevreuil se déplace comme si la forêt était un jeu de société familier. Il n'explore pas, il traverse. Ses itinéraires ne sont pas aléatoires, il relie des points de nourriture, d'abri et de fuite. Chaque détour a un but. Lorsqu'il baisse la tête pour se nourrir, il le fait pendant quelques secondes. Puis il s'arrête, il écoute. Ses oreilles bougent avant son corps. Si quelque chose lui paraît anormal, il n'hésite pas. Il recule, il change de direction, il disparaît dans la végétation. Le chevreuil ne se défend pas en affrontant son adversaire. Il se défend en n'étant pas là où on le recherche. Durant la saison des amours, le comportement change. Les mâles patrouillent plus fréquemment. Ils évitent les combats ouverts. Ils cherchent à dominer visuellement. Ils marquent leur territoire discrètement. Ils évaluent les réactions. Les affrontements directs sont rares, mais possibles. Et lorsqu'ils surviennent, ils sont brefs. Personne ne peut se permettre de blessures inutiles. Les femelles, quant à elles, recherchent un abri. Des endroits où la visibilité est réduite pour les autres, mais suffisante pour elles. Les petits naissent en silence. Ils apprennent vite. La forêt ne tolère pas les erreurs prolongées. Dans les parties les plus humides de la forêt,
près des ruisseaux qui ne tarissent jamais. La salamandre tachetée se déplace selon une logique tout autre. Son monde n'est pas celui de la vitesse ou de la distance, mais celui de la stabilité. Chaque mouvement est lent, précis. La peau a besoin d'une hydratation constante. Une peau sèche peut être aussi dangereuse qu'un prédateur. C'est pourquoi la salamandre choisit ses itinéraires avec une extrême précaution. Troncs d'arbres tombés, feuilles mortes accumulées, mousse épaisse. Tout ce qui retient l'eau lui est précieux. Sa coloration n'est pas le fruit du hasard. C'est un message. Elle ne fuit pas rapidement. Elle n'en a pas besoin. Sa défense est chimique, mais même avec cet avantage, elle évite les contacts inutiles. Elle ne gaspille pas d'énergie. Elle ne s'expose au soleil que strictement nécessaire. Les larves dépendent d'une eau propre et oxygénée. Un cours d'eau modifié bouleverse tout l'écosystème. La disparition de la salamandre dans un tronçon donné n'est pas un cas isolé, mais un signe précoce de déséquilibre. Aux abords de la forêt, là où le sol s'assèche et où la lumière pénètre plus intensément, la huppe faciée instaure une dynamique différente. Son mouvement incessant contraste avec l'immobilité des autres animaux. Elle ne s'attarde pas au même endroit, elle explore, elle observe, elle creuse. Son long bec est un outil de précision. Il traque les insectes là où les autres ne peuvent aller. Crevasses, terre meuble, troncs d'arbres. Chaque capture est rapide, chaque pause est brève. L'environnement ne tolère aucune distraction. La huppe ne domine pas le territoire, elle le relie. Sa présence indique le passage, le flux, la relation entre différents espaces. La Suisse sauvage ne fonctionne pas par scènes isolées. Elle fonctionne comme un système de tension imbriqué. Chaque organisme réagit à des défis différents, mais tous sont liés par un même facteur. La marge d'erreur est infime. Ici, rien n'arrive sans conséquence. Et pendant que tout cela se déroule dans le silence, le climat se prépare à changer à nouveau. Car dans ces montagnes, la stabilité ne dure jamais très longtemps. En Suisse sauvage, le climat n'est pas un simple décor, il est un acteur à part entière. Et contrairement aux animaux, il n'a pas besoin d'économiser son énergie ni de s'adapter au terrain. Il change, tout simplement. Et lorsqu'il change, il oblige tout le monde à s'adapter simultanément. En milieu de matinée, le vent commence à tourner. Ce changement n'est pas brutal. D'abord, il devient erratique. Il souffle de direction opposée par brèves rafales, perturbant les odeurs, brisant les schémas de piste. Pour un prédateur, ce changement est crucial. La piste, si nette quelques minutes auparavant, est désormais fragmentée. L'air ne véhicule plus d'informations claires, mais plutôt des signaux confus et mélangés. Le loup perçoit ce changement avant sa proie, non seulement grâce à son odorat plus développé, mais aussi parce qu'il en dépend. La meute ralentit. Elle modifie sa formation. Certains individus s'avancent pour évaluer la direction du vent. D'autres restent en retrait, couvrant ainsi d'éventuelles approches. La montagne, une fois de plus, impose son rythme. Dans ces conditions, une chasse mal préparée peut se solder par une poursuite vaine, voire pire, par une chute. Le loup n'a pas besoin de rater sa cible plusieurs fois pour perdre son avantage. Une seule fois suffit. Par conséquent, lorsque le vent devient instable, la meute privilégie le déplacement et la reconnaissance à l'attaque. Elle se dirige vers des zones où le terrain compense la perte d'informations, pentes qui contraignent la proie à se découvrir, couloirs étroits et passages naturels entre les flancs des collines. Le territoire n'est pas exploité de façon uniforme. Certaines zones agissent comme des pièges naturels, tandis que d'autres sont systématiquement évitées. Une gorge étroite peut sembler un bon endroit pour réduire la distance, mais elle peut aussi se révéler être une impasse si la proie change de direction au bon moment. Une prairie ouverte offre une bonne visibilité, mais elle expose trop le poursuivant. Le loup ne recherche pas le scénario parfait, il recherche un scénario acceptable. En altitude, la météo obéit à une toute autre logique. Le vent ne se contente pas de brasser les odeurs, il absorbe la chaleur. La température chute de plusieurs degrés en quelques heures. Les nuages s'alourdissent, la lumière s'atténue. Le soleil ne suffit plus à réchauffer l'atmosphère. Les marmottes perçoivent immédiatement ce changement. Leur activité en surface diminue. Leurs sorties se raccourcissent. Leur corps a besoin de conserver sa chaleur. Une erreur les expose désormais non seulement à un prédateur, mais aussi au froid. Les colonies modifient leur comportement sans signe visible, moins d'individus à l'extérieur. Plus de temps à l'intérieur. Les entrées sont utilisées rapidement. Le silence devient plus fréquent.
Lorsque le vent souffle fort, le son se propage moins bien. Les alarmes sonores perdent en efficacité. Et lorsqu'un outil perd en efficacité, son utilisation diminue. Dans ces moments-là, les jeunes apprennent une leçon essentielle. Il n'y a pas toujours de signes avant-coureurs. La marge d'erreur est infime. La montagne ne prévient pas avant de punir. Plus bas dans les vallées, l'humidité augmente, l'air s'alourdit. Le sol met plus de temps à sécher. Dans les forêts, les aiguilles et les feuilles humides deviennent glissantes. La marche demande plus d'attention. L'énergie est dépensée plus rapidement. Le chevreuil perçoit ce changement de terrain avant même qu'il ne le perçoive dans les airs. Ses pattes, conçues pour la traction, commencent à glisser par endroits. Il modifie son itinéraire, évite les pentes abruptes et privilégie les sentiers déjà tassés par d'autres animaux. Là où le sol se dérobe sous son poids, le risque s'accroît. Le mouvement devient plus prudent, moins de grandes enjambées, plus de pauses, plus d'observation. Le chevreuil continue de se nourrir, mais avec une plus grande prudence. Il ne peut se permettre une chute. Une blessure à ce stade en ferait une proie facile. Dans ces conditions, la relation entre proie et prédateur se tend. La marge d'erreur se réduit pour les deux. Le loup perd des informations à cause du vent. Le chevreuil perd en stabilité à cause du terrain. Aucun des deux ne dispose d'un avantage décisif. Et lorsqu'aucun des deux n'a l'avantage, le système entre dans une phase d'attente périlleuse. Les lacs, en revanche, semblent indifférents au changement. Leur surface demeure lisse. L'eau reflète un ciel gris, mais sous la surface, les courants s'ajustent. Le vent engendre des mouvements internes qui modifient la répartition des plantes submergées. Le cygne perçoit ces variations grâce à son corps. Les trajectoires se modifient légèrement, non par choix conscient, mais par une correction constante. Le cygne recherche des zones de moindre résistance à l'eau, où la dépense énergétique reste faible. Manger davantage n'est pas toujours possible, dépenser moins est impératif. Dans des périodes comme celle-ci, la défense du territoire se fait plus intense. Un cygne ne tolérera aucune intrusion près de son nid lorsque le temps devient instable. Le risque ne réside pas seulement dans l'intrus, mais aussi dans l'énergie supplémentaire dépensée pour réagir. Les jeunes, encore inexpérimentés, s'inspirent du comportement des adultes. Ils suivent les sentiers, imitent les poses et apprennent quand se déplacer et quand rester immobile. Le lac, bien qu'il puisse paraître uniforme, comporte des zones sûres et d'autres à éviter par grand vent. Dans les forêts humides, la salamandre tachetée trouve un refuge relatif. L'humidité y est propice à son activité. Mais même ici, le changement est palpable. L'eau coule plus fort, certains micro-habitats sont inondés, d'autres s'assèchent subitement. La salamandre ajuste son parcours. Elle évite les courants plus forts et recherche les eaux plus calmes. La reproduction dépend de cette stabilité. Une larve emportée par un courant trop fort n'a aucune chance de survie. En lisière de forêt, la huppe fasciée doit relever un autre défi. Le vent rend le vol difficile. Les courtes trajectoires deviennent erratiques. La recherche d'insectes devient plus coûteuse. L'oiseau réduit les longs vols. Il préfère se déplacer par bonds, protégé par les buissons et les troncs d'arbres. Chaque espèce réagit au même changement climatique par des stratégies différentes, mais le résultat est le même. L'ensemble du système entre en état de stress. Et dans cet état, des erreurs se produisent. Un chevreuil parcourt une distance un peu plus grande que d'habitude à la recherche de nourriture moins saturée. Une marmotte s'attarde une seconde de plus devant son terrier. Un cygne défend son territoire avec plus d'énergie que nécessaire. Un loup évalue mal une pente. Ce ne sont pas des erreurs graves, mais des écarts mineurs. Cependant, dans ce contexte, ces écarts mineurs s'accumulent. La meute perçoit un mouvement inhabituel à la lisière de la forêt. Ce n'est pas une fuite manifeste, ce n'est pas un déplacement habituel, c'est un changement de rythme. Un des loups s'avance de quelques mètres pour vérifier. Le vent est toujours instable, mais le terrain commence à jouer en leur faveur. La proie ignore encore qu'elle est observée. Elle ressent simplement un malaise. Quelque chose cloche. Elle s'arrête. Elle lève la tête. Elle écoute. C'est à ce moment précis, dans cette brève pause, que le système bascule. Le loup n'accélère pas encore. Il modifie son angle. Il se dirige vers une zone où le sol est plus ferme. Un autre individu lui barre une possible voie de fuite. Aucun signe évident. Aucun mouvement brusque. Tout se déroule dans le silence. Le chevreuil décide de se déplacer. Il ne fuit pas.
Il marche rapidement. Il change de direction. Il cherche un abri. Mais le sol humide ne réagit pas de la même manière. Il cède à peine sous son poids. Il lui faut plus de temps que prévu pour trouver son équilibre. Ce n'est pas une chute. Ce n'est pas un faux pas évident. C'est une perte de temps minime. Et en montagne, le temps est la variable la plus coûteuse. Le groupe réagit, non pas avec une vitesse fulgurante, mais grâce à un positionnement précis. L'attaque sera brève. Elle ne peut pas être longue. Si elle échoue, elle est annulée. Si elle réussit, elle doit être immédiate. Le chevreuil se dirige vers un versant qui serait normalement sûr. Mais aujourd'hui, l'humidité a modifié la friction. L'angle exige plus d'efforts. Le corps réagit, mais la dépense énergétique explose. Le loup qui arrive d'en bas ne court pas plus vite. Il court mieux. Il exploite la pente, il utilise la gravité. L'attaque se produit en quelques secondes. Pas de drame interminable, pas de poursuite à rallonge. Un affrontement bref et précis. Le système se résout de lui-même, rapidement. Pour le troupeau, l'enjeu n'est pas seulement la nourriture. C'est une marge de manœuvre pour affronter le prochain changement climatique, une marge de manœuvre pour supporter le froid, une marge de manœuvre pour continuer à exister, mais cette marge n'est jamais définitive. Pendant que le groupe se nourrit, d'autres observent. Des oiseaux charognards, toujours aux aguets, commencent à apparaître dans le ciel. Ils ne descendent pas encore. Ils évaluent la distance, le temps et le risque. Le loup mange rapidement, non par anxiété, mais par stratégie. Il sait que l'environnement est en perpétuelle évolution. Le vent peut tourner, la visibilité peut diminuer. D'autres prédateurs peuvent approcher. La montagne n'offre aucune célébration. Pendant ce temps, ailleurs sur le territoire, la vie continue de s'adapter. Les marmottes réduisent leur activité au minimum. Les cygnes réorganisent leur espace. Les salamandres profitent de l'humidité accrue. Les huppes recherchent des abris plus stables. L'ensemble du système est en cours de réorganisation. Et dans ce réalignement, les conditions sont réunies pour le prochain déséquilibre. Car dans la Suisse sauvage, la stabilité n'est pas un état, c'est un intervalle. Après l'attaque, le territoire ne se calme. Il se réajuste simplement. La montagne absorbe l'événement comme elle absorbe tout, sans trace émotionnelle, sans mémoire symbolique. L'herbe repousse lentement. L'odeur persiste un instant, puis s'estompe. Mais les animaux qui restent n'oublient pas si facilement. Ils s'adaptent, ils changent d'itinéraire, ils modifient leurs habitudes. La mort laisse une marque invisible mais bien présente. La meute de loups ne reste jamais longtemps au même endroit. Se nourrir est la priorité, rester immobile ne l'est pas. La nourriture résout le problème immédiat, mais en crée un autre à court terme, la visibilité. Là où il y a des restes, il y a des observateurs. Et là où il y a des observateurs, il y a de la compétition. Chacun mange à son tour, pas tous en même temps. Certains surveillent, d'autres nourrissent. Les rôles changent régulièrement. Il n'y a pas de conflits internes. La hiérarchie est claire. À cet instant, le groupe fonctionne comme une seule entité. Et toute friction interne serait une perte inutile. Une fois rassasiés, ils ne partent pas brusquement. Ils se mettent lentement à couvert. Leur mouvement est progressif. Quitter les lieux trop vite risquerait de les exposer en terrain découvert. Rester trop longtemps attirerait une attention indésirable. L'équilibre est fragile. Les charognards, qui s'étaient tenus à distance, commencent à descendre une fois le groupe parti. Leur arrivée n'est pas chaotique, mais ordonnée. Chaque espèce occupe un rôle précis. Les plus grands prennent place les premiers, les plus petits attendent. Le processus est rapide et efficace. Rien n'est gaspillé. Pendant ce temps, dans les bois voisins, le chevreuil qui a évité la rencontre modifie son comportement. Il ne perçoit pas l'événement comme un danger abstrait, mais l'intègre comme une habitude. Ce lieu, cette pente, ce moment de la journée revêtent désormais une signification différente. L'animal n'y pense pas, il l'intériorise. Dans les jours qui suivent, limitez vos déplacements dans les mêmes zones. Privilégiez les itinéraires plus longs, mais plus prévisibles. La dépense énergétique augmente, mais le risque diminue. C'est un compromis constant. Les femelles, accompagnées de leurs petits, redoublent de précautions. Elles se déplacent moins et restent dans des zones à couvert dense. La nourriture est peut-être moins abondante, mais la visibilité réduite joue en leur faveur. Dans ces forêts, ne pas voir au loin peut être un avantage si l'on sait où se cacher. Dans les alpages, les marmottes sortent prudemment une fois le vent stabilisé.
Le soleil réapparaît par intermittence. Leur corps réclame de la chaleur. Elles s'aventurent plus souvent, mais restent peu de temps. Les jeunes observent les adultes avant de quitter leur terrier. L'apprentissage se poursuit, même dans les moments d'apparente tranquillité. Le système n'arrête jamais d'éduquer. Sur les lacs, la surface reflète à nouveau le ciel avec plus d'éclat. Le vent tombe, les courants s'apaisent. Le cygne reprend ses larges trajectoires. Il se nourrit plus efficacement, son corps retrouve son rythme. Mais le souvenir de ce changement persiste. Les binômes restent vigilants. Les itinéraires plus proches du rivage sont privilégiés par rapport aux zones dégagées. Le cygne ajuste sa posture et son orientation. Il s'abrite du vent, il réduit ses mouvements amples, il reste près des zones de végétation qui lui offrent un point d'ancrage visuel. Le lac devient plus calme. La huppe cherche refuge très tôt. Le vol devient difficile, les cavités deviennent précieuses. L'oiseau disparaît du paysage pendant des heures. La salamandre reste active, mais ses déplacements sont plus courts. L'humidité est favorable, mais la baisse de température impose des limites. L'ensemble du système entre dans un état confiné. Et dans cet état, la tension ne disparaît pas, elle s'accumule. Car lorsque la visibilité diminue, le risque n'est pas réparti équitablement. Certains se mettent à couvert, d'autres se désorientent, certains prédateurs en profitent, d'autres sont neutralisés. Le brouillard dans ces montagnes n'est pas qu'un simple phénomène visuel, c'est une redistribution du pouvoir. Un prédateur qui se fie à la vue perd son avantage. Celui qui se fie à l'odorat en gagne un. Une proie qui a besoin de voir loin devient vulnérable. Une proie qui compte sur un abri proche en bénéficie. Le loup, aussi efficace soit-il, n'est pas invulnérable. La meute adapte son rythme, elle se resserre, elle évite de se séparer. L'erreur d'un seul individu peut mettre en péril tout le groupe. Pendant ce temps, les autres loups des territoires voisins perçoivent le changement. Les frontières territoriales ne sont pas des lignes fixes, elles s'étendent et se contractent en fonction des pressions. Un groupe affaibli par le climat ou le manque de nourriture devient perméable. Les rencontres entre meutes ne sont pas toujours violentes. Souvent, il s'agit d'évaluations silencieuses, nouvelles traces, marquages récents, absence prolongée. Le patriarche d'une meute rivale n'a pas besoin de voir l'autre. Il lui suffit de constater son absence. Et cette absence peut déclencher un mouvement. La Suisse sauvage ne se définit pas par des affrontements constants et de grande ampleur. Elle se définit par ces décisions discrètes qui font basculer l'équilibre sans bruit. Un détour, un retard, une occasion manquée. Chaque bloc du système pousse le suivant. Et tandis que la météo poursuit son cours, préparant le terrain pour un nouveau tournant, le sentiment dominant n'est pas le calme, mais l'anticipation. Quelque chose est sur le point de changer à nouveau. Non pas parce que quelqu'un le décide, mais parce qu'ici, la stabilité est toujours temporaire. Le brouillard n'arrive pas de façon isolée. Il s'installe par couches successives, comme si le paysage se recouvrait lentement d'une seconde peau. D'abord, il estompe les contours lointains. Ensuite, il aplanit le relief. Finalement, le monde se réduit à quelques mètres visibles. Dans cet espace comprimé, tout change. Les sons se comportent différemment. Un pas peut sembler proche alors qu'il ne l'est pas. Un craquement peut porter plus loin qu'on ne le pense. Les échos rebondissent entre les collines et les arbres, déformant les directions. Pour les animaux qui se fient à des repères visuels précis, le brouillard ne se contente pas de masquer leurs mouvements, il les désoriente. La meute de loups réduit la distance entre ces individus, non par peur, mais par souci d'efficacité. La cohésion permet de corriger rapidement les erreurs. Un loup qui prend trop d'avance dans ces conditions peut perdre le contact visuel et olfactif en quelques secondes. De plus, un loup isolé est vulnérable, même face à des proies qu'il éviterait normalement. Le groupe avance à un rythme lent, presque mesuré. Chaque arrêt est un moment de recueillement. Le sol humide absorbe presque tous les sons. Les rochers, couverts de condensation, deviennent glissants. La forêt, gorgée d'humidité, adoucit les pas, mais dissimule aussi les irrégularités du terrain. Le loup suit les traces des autres. Il emprunte des sentiers éprouvés, il évite les pentes abruptes. Il ne cherche pas l'avantage, il cherche à ne pas le perdre. Dans ce contexte, la chasse active est presque totalement suspendue, non pas par manque de faim, mais parce que les risques potentiels dépassent les bénéfices. Une attaque ratée pourrait entraîner des blessures,
et une blessure, ici, équivaut à une peine avec sursis. La proie modifie également son comportement. Le chevreuil se déplace moins, mais lorsqu'il le fait, c'est avec détermination. Il privilégie les courts déplacements entre des abris connus. La forêt dense devient son allié. Le brouillard réduit l'avantage visuel du poursuivant. Le chevreuil n'a pas besoin de courir loin. Il doit disparaître rapidement. Le corps reste tendu. Les muscles sont prêts à réagir brusquement. Les oreilles sont constamment aux aguets. L'odorat devient le principal guide. Une odeur étrangère suffit à paralyser tout mouvement. Les femelles accompagnées de leurs petits réduisent encore leur activité. Elles restent dans des zones où la végétation basse leur permet de se cacher sans perdre de vue les repères environnants. La sécurité immédiate prime sur la nourriture. Leur système nerveux est entièrement tourné vers la survie. Dans les alpages, le brouillard transforme les espaces ouverts en labyrinthes. Les marmottes disparaissent presque complètement. Les issues de secours se font rares. L'humidité froide et vivifiante absorbe rapidement la chaleur. Le corps ne peut plus soutenir un effort prolongé. Les terriers deviennent des havres de paix. À l'intérieur, la température est plus constante. Les bruits extérieurs sont étouffés. Le monde se réduit à des tunnels familiers. Les jeunes bougent peu. Ils apprennent à patienter. Sur les lacs, le brouillard change la donne. La surface de l'eau reflète une lumière diffuse. Les contours s'estompent. L'horizon se dissout. Pour le cygne, cela signifie la perte de repères visuels au loin. Son corps réagit en ajustant sa vitesse et sa trajectoire. Il se rapproche du rivage, il recherche des éléments fixes, roseaux, berges peu profondes, végétation émergente. La vigilance s'accroît, non pas parce qu'une attaque imminente est attendue, mais parce qu'une erreur de navigation peut s'avérer coûteuse. Un décollage raté dans ces conditions pourrait entraîner une collision avec des obstacles invisibles. Le cygne ne décolle pas inutilement. Il préfère nager lentement, de façon contrôlée. Les jeunes restent proches des adultes. L'apprentissage se poursuit même dans l'immobilité. Ils observent la diminution des mouvements et la priorité donnée à la stabilité plutôt qu'à l'exploration. Dans les forêts humides, la salamandre trouve un environnement favorable, mais non sans risque. L'humidité préserve la fonction protectrice de sa peau. Cependant, la faible visibilité accroît la probabilité de rencontres inattendues. La salamandre réduit ses longs déplacements et se déplace par petits tronçons familiers. Son quotidien devient fragmenté. La huppe faciée disparaît presque complètement du paysage. Elle se réfugie dans des cavités et réduit son activité. Voler dans un brouillard épais est trop coûteux en énergie. L'oiseau patiente. La patience est une forme d'adaptation. Durant ces quelques jours, le Serengeti alpin, car c'est bien ainsi que se présente ce territoire, entre dans une phase de calme relatif. Aucun événement majeur n'est visible, pas de poursuite spectaculaire. Mais la tension ne retombe pas, elle s'intensifie. Et lorsque la tension monte, la moindre variation peut la relâcher. Un changement de direction du vent ouvre un couloir olfactif inattendu. Un banc de brouillard se déplace de quelques mètres, dévoilant un flanc de colline. Un animal se déplace avec assurance, persuadé que le couvert est toujours intact. La meute de loups repère une de ces fissures. Ce n'est pas une cible évidente. Ce n'est pas une opportunité claire. C'est un signal ambigu. Une piste qui apparaît et disparaît. Un parfum qui se manifeste par brèves bouffées. Les informations sont incomplètes, mais suffisantes pour éveiller la curiosité. Le groupe ne se disperse pas. Il ajuste sa position. 2 individus avancent de quelques mètres. D'autres restent en retrait. La formation s'étire sans se rompre. Le terrain commence à descendre. La pente n'est pas raide, mais suffisante pour contraindre n'importe quel animal à ralentir. Le brouillard se dissipe légèrement. Il ne disparaît pas complètement, mais il révèle des contours. Des arbres épars, de gros rochers, une clairière irrégulière. Dans cette clairière, quelque chose bouge. Il ne fuit pas, il ne court pas, il se déplace avec prudence. C'est un jeune chevreuil, pas un faon, mais pas encore un adulte pleinement expérimenté. Son corps n'a pas encore acquis un équilibre parfait sur sol humide. Son sens de l'orientation est bon, mais pas infaillible. L'animal s'arrête, il relève la tête. Le vent tourne quelques secondes. L'odeur du loup parvient de façon fragmentaire. Ce n'est pas un signal clair, pas suffisant pour déclencher une fuite immédiate. Le chevreuil hésite. Cette seconde de doute est le point critique. Le peloton n'accélère pas comme un seul bloc. Un seul coureur se déplace avec détermination, réduisant l'angle.
Un autre se positionne plus bas, profitant de la pente. L'attaque n'est pas frontale, mais latérale. Le chevreuil réagit tardivement. Il fait demi-tour. Il tente de se réfugier dans la forêt dense, mais le sol humide exige une meilleure adhérence. Son arrière-train glisse à peine. Il ne tombe pas. Mais il perd de l'élan. La distance est réduite. Pas de longue course, pas de poursuite ouverte. Un final rapide, contenu, presque silencieux. Le contact se produit en quelques secondes. La partie se termine sans fanfare. Pour la meute, le résultat n'est pas seulement de la nourriture. C'est une confirmation. La confirmation que, même dans des conditions difficiles, la coordination fonctionne, que leur perception de l'environnement reste valable, que leur marge d'erreur n'est pas totalement épuisée. Mais cette confirmation s'accompagne d'un avertissement. Le terrain accidenté a eu raison des loups. L'un d'eux a glissé en s'arrêtant. Il n'a pas été blessé, mais son corps a ressenti le choc. Un autre a dépensé plus d'énergie que prévu pour corriger sa trajectoire. Rien de grave, rien d'immédiat. Mais les effets se sont cumulés. Le repas est vite consommé. Le groupe se retire sans tarder. Le brouillard demeure un facteur imprévisible. S'attarder serait imprudent. Tandis qu'il s'envole, d'autres observateurs remarquent l'événement. Les oiseaux, toujours présents, commencent à apparaître comme des ombres floues. Ils ne descendent pas encore. Ils attendent. Le chevreuil adulte que j'avais observé de loin a bien compris. Désormais, il évite ce secteur, cette pente, cette clairière. L'apprentissage ne nécessite pas de répétition directe. Une seule observation suffit. La marmotte, sur une colline voisine, apparaît un instant, puis disparaît. Le système transmet une tension palpable, même sans contact direct. Le cygne sur le lac lève le cou et ajuste sa posture. Quelque chose a changé dans l'air, il ne sait pas quoi, mais il modifie son comportement. C'est un réflexe automatique. La salamandre se réfugie sous un tronc plus profond. Le sol vibre différemment, l'humidité est porteuse d'informations. Tout est logique. Et dans cette réaction simultanée, la Suisse sauvage révèle sa véritable nature. Elle n'est pas une collection de scènes indépendantes, mais un réseau de réactions interconnectées. Rien n'arrive par hasard. Le brouillard commence à se dissiper lentement à la tombée du soir. Pas d'un coup, mais par couches successives. La lumière revient fragmentée. Les ombres réapparaissent. Et avec elles, de nouvelles décisions. Car lorsque la visibilité revient, le territoire se rouvre. Et avec elle, les possibilités reviennent, et les risques. Lorsque le brouillard commence à se dissiper, il ne le fait pas comme un rideau qui s'ouvre. Il se défait. D'abord, il révèle des fragments, un flanc de colline ici, un groupe d'arbres là, une ligne de rochers qui n'était pas là auparavant. La visibilité revient par bribes, et ce retour partiel est, à bien des égards, plus dangereux que la disparition complète du brouillard. Le terrain offre désormais des possibilités, mais elles ne sont pas toutes réelles. La meute de loups avance avec prudence. Le récent repas a soulagé la pression immédiate, mais n'a pas dispensé de toute réflexion. Le corps garde en mémoire l'effort, l'instabilité du terrain, le surcroît d'énergie dépensée. Chaque muscle réagit, mais avec un souvenir précis de ses limites. Le groupe ne se disperse pas. Il conserve une formation souple, adaptant ses distances à l'ouverture du terrain. Là où la visibilité s'améliore, il s'écarte légèrement. Là où elle se rétrécit, il se resserre. Le mouvement est fluide, presque imperceptible, comme si le troupeau respirait au rythme du paysage. Le vent se stabilise légèrement. Il n'est pas encore régulier, mais il a cessé de tourner de façon erratique. Les odeurs se propagent désormais avec plus de régularité. Pour le loup, cela signifie la récupération d'un outil essentiel. Non pas un avantage absolu, mais un point de repère. La lecture de l'environnement devient plus précise. Dans ces conditions, le territoire se redessine. Les zones évitées pendant le brouillard redeviennent praticables. Les corridors naturels réapparaissent. Les chemins ancestraux retrouvent leur raison d'être. Mais ce retour à la normale est trompeur, car les animaux ne retrouvent pas exactement leur état d'avant. Ils conservent tous des traces d'adaptation récentes, des souvenirs frais et de petits changements comportementaux qui se chevauchent. Le chevreuil adulte qui a survécu au confinement précédent ne reprend pas ses anciennes habitudes. Il modifie son rythme de vie. Il préfère se déplacer en pleine lumière, même si cela implique une plus grande exposition au soleil. La clarté lui offre désormais ce que le brouillard lui avait enlevé, l'anticipation.
La forêt dense demeure un refuge, mais elle n'est plus le seul. Le chevreuil apprend qu'un couvert trop dense peut se révéler un piège. S'il limite ses possibilités de fuite, il alterne, il sort, il rentre, il essaie. Les femelles, accompagnées de leurs petits, adoptent un comportement prudent. Elles se déplacent peu. La protection prime sur la nourriture. Leurs jeunes organismes ne supporteraient pas un vol prolongé au-dessus d'un terrain accidenté. Le choix est clair. Moins de risques, même au prix d'une dépense énergétique. Dans les alpages, les marmottes reprennent lentement leurs activités. Leur apparition n'est pas simultanée. Une première apparaît. Elle observe, elle écoute. Elle marque une pause, une autre suit quelques minutes plus tard. Le système se réactive par étapes. Le soleil réchauffe suffisamment l'air pour réveiller les muscles engourdis. Le corps réagit. On foule à nouveau le sol, mais avec la prudence accumulée au fil des jours difficiles. Les jeunes restent près des entrées. Ils ne s'éloignent pas. Ils apprennent que le retour de la lumière ne signifie pas la disparition du danger. Sur les lacs, le cygne reprend ses larges trajectoires. Le reflet du ciel se dessine à nouveau. Son corps retrouve son équilibre. Mais la vigilance demeure. Le récent changement a laissé des traces. Désormais, les itinéraires sont choisis avec une plus grande marge de sécurité. Les couples maintiennent une distance mesurée avec les autres. Ils ne recherchent pas les conflits. Ils privilégient la prévisibilité. La stabilité affective demeure une priorité. Dans les forêts humides, la salamandre réduit ses déplacements nocturnes lorsque l'humidité diminue légèrement. Son organisme a besoin d'un équilibre constant. Moins exploré, plus préservé. L'abondance temporaire ne dispense pas de prendre soin de la nature. La huppe faciée réapparaît en lisière de forêt. Ses mouvements sont de nouveau visibles. Le sol encore humide facilite la recherche d'insectes. L'oiseau reprend ses habitudes fragmentées, se déplaçant entre clairières et abris. L'activité revient, mais avec moins d'assurance qu'auparavant. L'ensemble du système semble se réajuster vers un juste milieu. Mais dans la Suisse sauvage, les compromis durent rarement. Au loin, sur un territoire voisin, une autre meute de loups détecte des changements subtils, des traces récentes, de nouveaux marquages, des absences temporaires. La frontière entre les domaines s'estompe lorsque le climat et la pression perturbent leur présence constante. Il n'y a pas d'invasion immédiate. Il y a observation. Un jeune loup nomade erre aux confins de son territoire. Il ne cherche pas la bagarre. Il recueille des informations. Il repère les marques olfactives. Il est attentif au silence. L'absence d'un rugissement récent peut être plus révélatrice que sa présence. Le troupeau principal perçoit cette pression indirecte. Il ne voit pas l'intrus, mais il détecte des changements dans la configuration du territoire, des marques qui n'étaient pas là auparavant, des traces qui ne correspondent pas. Le message est clair, quelqu'un effectue des mesures. Et lorsqu'on mesure, on évalue une possibilité. La réponse n'est pas une agression immédiate. Il s'agit d'affirmer sa présence, de marquer clairement son territoire et d'adapter ses itinéraires pour couvrir les zones clés. Non pas pour combattre, mais pour faire comprendre que l'espace n'est pas vide. Le loup ne se défend pas par l'affrontement constant. Il se défend par la persévérance. Pendant ce temps, les proies ressentent la pression croissante. Elles ne font plus de distinction entre les troupeaux. Elles perçoivent seulement que le risque s'accroît. Les chevreuils réduisent leurs déplacements inutiles. Les marmottes se regroupent plus près de leur terrier. Le cygne reste vigilant. L'écosystème tout entier devient plus prudent. Cette prudence accrue réduit les possibilités de chasse. Les proies se raréfient. Le loup le sait. La marge de manœuvre offerte par la dernière prise n'est pas illimitée. L'équilibre devient fragile. Et puis, comme c'est toujours le cas dans ces environnements clos, un facteur extérieur intervient à nouveau. La température commence à chuter plus brutalement. Il ne s'agit pas d'une fluctuation passagère, mais d'un changement durable. Les nuits sont de plus en plus froides. Le sol se refroidit plus rapidement. L'humidité nocturne gèle sur les surfaces exposées. L'automne approche. Ce changement n'est pas immédiat, mais il est inéluctable. Chaque jour de fraîcheur, même légère, influe sur le métabolisme, la disponibilité alimentaire et le comportement. Les plantes ralentissent leur croissance. Les insectes diminuent leur activité. Les herbivores adaptent leur régime alimentaire. Les prédateurs doivent faire face à une concurrence accrue pour des ressources plus rares. Le système entre dans une phase de transition critique.
Pour la meute de loups, cela signifie des choix plus difficiles. Toutes les proies ne seront pas accessibles. Tous les chemins ne seront plus sûrs. Les déplacements demanderont plus d'énergie. Le froid est impitoyable pour les organismes malnutris. La hiérarchie interne prend une importance accrue. Les plus performants se voient confier des responsabilités plus élevées. Les jeunes apprennent vite sous peine d'être mis en difficulté. L'inefficacité prolongée n'est plus tolérée. Le chevreuil commence à constituer des réserves. Il se nourrit dès qu'il le peut, même dans des conditions difficiles. Son organisme se prépare à une période plus rude. Ses trajets sont raccourcis. Il économise son énergie. Les marmottes réduisent peu à peu leur activité en surface. Le temps passé dehors devient un calcul minutieux. L'hiver approche à grands pas. Le corps le sent avant l'esprit. Le cygne adapte son régime alimentaire et ses déplacements. Le lac restera un refuge, mais le froid modifie la donne. L'eau conserve mieux la chaleur que l'air. Rester sur le lac peut être avantageux, mais cela exige aussi davantage de nourriture. La mobilité de la salamandre est réduite. Le risque de déshydratation diminue, mais le froid limite son activité. L'équilibre devient plus précaire. La huppe commence à modifier ses schémas migratoires. L'environnement n'est plus optimal. Les décisions ne se prennent pas en un jour, elles s'accumulent. Et au milieu de cette évolution progressive, le territoire devient plus compétitif. La pression sur les ressources s'accroît. Les marges se réduisent. Les erreurs coûtent plus cher. La Suisse sauvage entre dans une phase où chaque choix a des conséquences plus durables. Et c'est là la véritable conclusion de la première grande partie de l'histoire. Non pas une conclusion, mais une préparation. Car ce qui va arriver ne sera pas une série d'événements isolés. Ce sera une longue épreuve. Le froid ne tue pas immédiatement, il tue par attrition. La compétition n'éclate pas lors d'un seul affrontement. Elle s'insinue dans chaque décision, et dans ce paysage comprimé entre les montagnes, où il n'y a pas d'échappatoire facile, le cycle suivant mettra à l'épreuve tout ce qui a été appris. La montagne a déjà changé une fois, et elle changera encore. L'arrivée de l'automne ne s'annonce pas par un événement unique et précis. Il n'y a pas de jour exact où tout bascule. C'est une succession de petits signes qui, ensemble, transforment radicalement le paysage. Les jours raccourcissent, le soleil réchauffe moins, les ombres s'allongent plus tôt, et le corps, avant même l'esprit, commence à réagir différemment. La meute de loups ressent ce changement dès la première longue marche du matin. Leurs muscles mettent plus de temps à se synchroniser. Le sol reste froid et humide pendant des heures. Chaque pas exige plus d'attention. La dépense énergétique augmente, même sur les sentiers familiers. Le groupe ajuste son programme. Il part un peu plus tard, espérant que le soleil réchauffera légèrement l'atmosphère. Il ne s'agit pas de confort, mais d'efficacité. Marcher dans le froid signifie dépenser plus d'énergie, ne serait-ce que pour assurer les fonctions vitales. Les itinéraires sont raccourcis, non par peur, mais par calcul. Le territoire reste le même, mais le couvrir intégralement n'est plus rentable au quotidien. Le loup ne patrouille pas par habitude, il patrouille quand cela s'avère judicieux. La pression exercée sur les proies s'intensifie indirectement, non pas parce que les attaques augmentent, mais parce que leur présence devient plus constante. Les nouvelles marques apparaissent plus fréquemment. Les traces se chevauchent, le message est clair, l'espace se réduit. Le chevreuil réagit en réduisant ses mouvements superflus. Son corps commence à stocker des graisses. Son régime alimentaire devient plus sélectif. Il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux. Il choisit des pousses plus riches en énergie, des feuilles moins fibreuses et des zones où l'effort de mastication n'est pas supérieur aux bénéfices. Les déplacements se concentrent sur des créneaux horaires précis. L'aube et le crépuscule prennent une importance accrue. Le milieu de journée, lorsque le froid persiste, devient moins attractif. L'animal apprend à synchroniser son activité pour minimiser les pertes de chaleur. Les femelles qui ont des petits poussent cette logique à l'extrême. La croissance des jeunes dépend de réserves suffisantes avant que l'hiver ne les prive de toute possibilité de survie. Une erreur commise aujourd'hui n'aura pas de conséquences demain, mais dans quelques semaines. Dans les alpages, les marmottes entament un retrait progressif. Ce retrait n'est pas brutal, mais graduel. Chaque jour, elles passent moins de temps en surface. Les entrées de leurs terriers servent désormais de point d'observation et non plus de passage pour de longs séjours hors de leur terrier. Les jeunes, qui exploraient autrefois plus librement, imitent désormais la prudence des adultes.
La surface cesse d'être un espace d'apprentissage actif et devient une zone de risque. Le corps apprend à se préserver. Dès que le soleil brille, on l'exploite au maximum. La chaleur est une ressource précieuse. Rester immobile en plein soleil est judicieux. Bouger inutilement ne l'est pas. Sur les lacs, le cygne est confronté à une transition d'un autre ordre. L'eau retient davantage la chaleur que l'air ambiant. Rester sur le lac devient avantageux par rapport à la marche sur la terre ferme. Les voies navigables prennent alors une importance accrue. Les habitudes alimentaires s'adaptent. La disponibilité des plantes submergées change. Le cygne explore de nouvelles zones au sein du même lac, évitant ainsi les longs trajets entre les plans d'eau. L'énergie dépensée en vol devient moins efficace. Les binômes renforcent leurs liens. La vigilance est assurée à tour de rôle avec précision. Il n'y a pas de place pour les distractions prolongées. Un conflit inutile aurait maintenant des conséquences bien plus graves qu'il y a quelques semaines. Dans les forêts humides, la salamandre réduit son activité nocturne. Le froid limite ses déplacements. L'humidité reste favorable, mais la température l'oblige à faire des pauses plus longues. L'énergie est ainsi économisée. L'organisme se prépare à une période de moindre activité. La huppe faciée, en revanche, commence à disparaître peu à peu. Sa présence devient sporadique. Les décisions migratoires ne se prennent pas du jour au lendemain. Elles sont mûrement réfléchies, mises à l'épreuve et corrigées. L'environnement cesse d'offrir une nourriture suffisante et stable. Le système tout entier entre dans une phase où le temps n'est plus une denrée abondante. Pour la meute de loups, cela signifie que chaque chasse future revêtira une importance accrue. La marge d'erreur est réduite. Le corps a besoin de nourriture non seulement pour survivre, mais aussi pour résister au froid persistant qui s'annonce. La hiérarchie interne s'adapte. Les plus jeunes occupent plus fréquemment des postes secondaires. Les plus expérimentés pilotent les changements critiques. L'efficacité du groupe repose sur un taux de réussite cumulatif des décisions judicieuses. La pression territoriale s'accroît. Les meutes voisines ressentent le même phénomène. La raréfaction des ressources les pousse à explorer les frontières. Le marquage devient plus fréquent. Les sentiers se chevauchent. Il n'y a pas de guerre ouverte, il y a des frictions constantes. Une confrontation directe maintenant serait coûteuse pour les deux parties. Une blessure à cette période de l'année pourrait être fatale. C'est pourquoi on évite la confrontation autant que possible. Mais éviter ne signifie pas ignorer. Les loups se comprennent sans se voir. Ils repèrent les absences. Ils détectent les changements de rythme. Ils évaluent la force sans contact. Le territoire devient un échiquier où chaque mouvement en anticipe plusieurs autres. La proie perçoit cette tension diffuse. Le chevreuil repère les itinéraires de plus en plus fréquentés par les prédateurs. Il adapte ses déplacements, il privilégie les zones moins productives mais plus sûres. Une alimentation idéale cède la place à la survie immédiate. Les marmottes minimisent leur exposition aux intempéries. Leur organisme se prépare à l'hibernation. L'hibernation n'est pas un événement soudain, mais une transition lente qui commence bien avant les premières gelées. Le cygne devient plus territorial. La stabilité du lac est essentielle à sa survie durant la période froide. Défendre un espace lui assurant un accès fiable à la nourriture est une priorité. La salamandre reste pratiquement immobile dans certaines zones. Ses mouvements sont réduits au strict minimum. L'équilibre hydrique est maintenu avec précision. Tandis que chacun s'adapte, le paysage change de couleur. Les verts intenses s'estompent. Les tons virent à l'ocre, au brun et au gris. Le sol se couvre de feuilles. La forêt s'apaise. Ce silence n'est pas le vide, c'est l'accumulation. Chaque organisme économise son énergie. Chaque décision devient plus prudente. Le système tout entier se prépare à une épreuve plus longue, moins visible mais plus exigeante. La Suisse sauvage ne devient pas plus violente en automne. Elle devient simplement plus sélective. Les erreurs qui pouvaient auparavant être compensées sont désormais amplifiées. Un mauvais choix ne se corrige pas rapidement. Ses conséquences persistent pendant des jours, voire des semaines. Et c'est là le véritable seuil de l'histoire. Ni l'attaque, ni la persécution, ni le changement brutal de climat. Mais ce moment de silence où chacun comprend, sans un mot, que la marge est dépassée. Ce qui va arriver ne sera pas spectaculaire. Ce sera persistant. Et dans un environnement où la persévérance est synonyme de survie, tous les organismes ne pourront pas suivre le rythme. L'automne qui s'achève ne s'annonce pas brutalement, point de tempêtes épiques ni d'effondrements spectaculaires.
Ce qui s'installe est plus troublant, une normalité d'un autre ordre. Un paysage qui continue de fonctionner, mais avec moins de marge de manœuvre, moins de redondance, moins de tolérance. Les matins sont plus froids. Le sol conserve l'humidité gelée jusqu'au petit matin. L'air est pur et sec, et chaque respiration est plus profonde, plus lourde. La montagne n'est plus en transition, elle impose une nouvelle règle. La meute de loups se déplace à un rythme plus lent et plus mesuré. Nul besoin de se presser, ni de relâchement. Le corps se meut avec une économie absolue. Chaque pas a un but. Chaque détour est justifié. Le territoire n'est plus parcouru pour explorer, mais pour survivre. L'approvisionnement alimentaire récent a permis de stabiliser le groupe, mais il n'y a rien eu de plus. Aucun surplus. Aucune réserve visible. Le seul gain, c'est du temps. Du temps pour s'adapter, du temps pour réorganiser les rôles, du temps pour se préparer. Les jeunes suivent le groupe central avec une discipline accrue. Toute distraction est proscrite. L'expérience prévaut sans conflit. Non pas parce que quelqu'un donne des ordres, mais parce que l'environnement ne tolère pas l'improvisation. Le leadership devient moins visible et plus constant. Il n'y a plus de gestes dominateurs. Des décisions prises discrètement assurent le bon fonctionnement du groupe. La meute n'a pas besoin de faire étalage de sa force, mais de persévérer. Les itinéraires sont réduits au plus sûr. Des couloirs familiers, des zones où le sol résiste au gel, des endroits où le vent ne souffle pas de face. Le loup ne cherche pas l'avantage maximal, il cherche la sécurité. Le territoire semble plus petit, même s'il est identique. La proie ressent elle aussi ce rétrécissement invisible. Le chevreuil se déplace avec une prudence quasi obsessionnelle. Son corps a déjà accumulé toutes ses réserves. Désormais, la priorité est de ne pas les perdre. Se nourrir devient secondaire face au risque. L'animal apprend à vivre avec moins de mouvement, moins d'exposition, moins d'erreurs. Les itinéraires sont fixes. Il n'y a pas d'exploration. Il n'y a pas d'expérimentation. Ce qui a fonctionné est répété. La forêt cesse d'être un espace d'opportunité et devient un refuge rigide aux frontières bien définies. Les femelles qui ont des petits ne se déplacent plus, sauf en cas d'extrême nécessité. Les jeunes, désormais plus grands, imitent chaque décision. L'apprentissage n'est plus actif, mais conservateur. Copier ce qui est sans danger est la seule stratégie valable. Dans les alpages, la surface se vide peu à peu. On aperçoit rarement des marmottes. L'entrée de leur terrier est partiellement obstruée par la terre et la végétation. Le monde extérieur perd de son importance. L'énergie est stockée sous terre. Le silence qui règne sur ces pentes n'est pas l'absence de vie. C'est une préparation. Sur les lacs, le cygne demeure presque entièrement dans l'eau. La terre ferme lui devient inconfortable, froide et exposée. Le lac lui offre une stabilité thermique. Ses mouvements sont minimes mais constants. Son corps adopte un rythme de vie peu énergivore. Les couples restent proches. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de démonstration d'affection inutile. L'espace a déjà été défini. Le défendre désormais relève de la persévérance et non de la force. Dans les forêts humides, la salamandre disparaît presque complètement de la surface. Son monde se réduit aux anfractuosités, aux troncs d'arbres et aux épaisses couches de feuilles. Son métabolisme ralentit, ses mouvements deviennent sporadiques. Chaque incursion est calculée. La huppe a disparu. Son absence ne laisse pas de vide évident, juste une note de moins dans le système. Un rouage qui se retire quand sa présence n'est plus rentable. L'écosystème tout entier entre dans une phase d'expression minimale. Il n'y a pas de scène spectaculaire, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas d'accident. Mais cela ne signifie pas le calme, cela signifie compression. La pression s'accumule dans chaque corps, dans chaque réserve de graisse, dans chaque muscle qui met désormais plus de temps à s'échauffer, dans chaque décision de ne pas bouger. Pour la meute de loups, le défi n'est plus de chasser avec succès, mais de rester indemne, d'éviter les blessures, les confrontations inutiles et les erreurs autrefois rectifiables. Les meutes voisines sont toujours là. Elles ne sont pas parties, elles n'ont pas avancé non plus. Elles s'observent à distance. Elles se déchiffrent à travers leurs marques, leur silence, leurs traces tronquées. Personne ne souhaite un conflit ouvert pour l'instant, mais personne ne renonce. L'équilibre est fragile et tendu. Le territoire ne peut plus supporter de changements majeurs. Toute modification brutale risquerait de faire s'effondrer le système. C'est pourquoi le système se rigidifie.
La montagne, qui offrait jadis des possibilités, impose désormais des restrictions. Les marges de manœuvre se réduisent, les itinéraires sont fixes, les décisions se répètent. L'hiver n'est pas encore arrivé, mais il est déjà à l'œuvre, non pas avec d'importantes chutes de neige ou des tempêtes visibles, mais avec quelque chose de plus efficace, la limitation. Limitation énergétique, limitation alimentaire, limitation des erreurs. Et c'est précisément à ce moment que la Suisse sauvage révèle sa vérité la plus dérangeante. Le plus fort ne survit pas. Le plus rapide ne survit pas. Le plus agressif ne survit pas. Celui qui commet le moins d'erreurs pendant la plus longue période survit. Le loup ne domine pas la montagne. La marmotte ne lui échappe pas. Le cygne ne l'ignore pas. Le chevreuil ne la défie pas. Ils négocient tous selon le même système. Et ces négociations ne s'arrêtent jamais. Lorsque le soleil se couche derrière les sommets et que la température chute à nouveau, le paysage semble immobile, comme si tout était figé. Mais il ne l'est pas. Sous terre, les corps respirent lentement. Dans l'eau, les muscles restent actifs. En forêt, les yeux restent ouverts. En montagne, les itinéraires sont mémorisés. La vie ne disparaît pas. Elle se retire simplement. Et c'est lors de cette retraite que se décide qui accédera au cycle suivant. Car l'hiver n'est pas l'ennemi final, c'est l'examen. Et la Suisse sauvage n'offre pas de seconde chance. Ici, chaque saison n'efface pas la précédente. Elle s'appuie dessus. Et lorsque l'hiver finira par s'installer sur ces montagnes, ce ne sera pas une surprise. Il le fera en conséquence.